Alors, moi, on m'a demandé de lire un texte, Isabelle m'a demandé, de lire un texte de Benoît Groult. Benoît Groult a été l'une des marraines de FDFA et nous avons décidé donc de lui rendre hommage aujourd'hui en lisant ce texte. Cet après-midi, Stéphanie Duncan lira un texte de Françoise Héritier qui était l'autre marraine de FDFA. Donc là, c'est un extrait de son livre. Alors, c'est lequel? Ah, c'est Soit-elle, c'est le premier. Voilà, donc allons-y. À toi, Benoît. Chapitre 8. C'est rouge et puis c'est amusant. C'est dur, mais il n'y a pas d'os dedans. Ça bouge tout seul, mais il n'y a pas de muscle. C'est doux et touchant quand ça a fini de jouer, arrogant et obstiné quand ça veut jouer. C'est fragile et capricieux, ça n'obéit pas à son maître, c'est d'une susceptibilité maladive. Ça fait la grève sans qu'on sache bien pourquoi. Ça refuse tout service ou ça impose les travaux forcés. Ça tombe en panne quand le terrain est délicat et ça repart quand on en a vraiment plus besoin. Ça veut toujours jouer les durs alors que ça pend vers le sol pendant la majeure partie de son existence. Mais comme disaient les chansonniers de la tomate, il y a quelques dizaines d'années, c'est rouge et puis c'est amusant. Il paraît que nous aurions adoré avoir un truc comme ça. Il paraît que quand on n'en a pas, c'est bien simple, on n'a rien. Et puis ce n'est pas fini. À côté du machin, il y a les machines. Et là, c'est nettement pire. Ces objets-là gagneraient évidemment à être dissimulés à l'intérieur. On ne met pas en vitrine une marchandise aussi peu engageante. Si nous avions ce genre de valseuse à la place de nos seins, par exemple, j'entends d'ici les plaisanteries, les remarques perfides et les horreurs qu'on débiterait sur le corps féminin. Où elles sont placées? Pauvres minouchettes! On dirait deux crapauds malades tapis sous une branche trop frêle. C'est mou, c'est froid, ni vide, ni plein, ça n'a aucune tenue. Peu de forme, une couleur malsaine. Le contact sépulcral d'un animal cavernicole. Enfin, c'est parsemé de poils rares, anémiques, qui ressemblent aux derniers cheveux d'un chauve. Et il y en a deux! Vu de dos, le porteur étant à quatre pattes, elles font irrésistiblement penser à un couple de chauves-souris pendues la tête en bas et frémissantes au moindre vent comme on en rencontre par milliers dans les arbres des îles du Pacifique. Un ingénieur qui aurait inventé ce système-là pour entreposer des spermatozoïdes se serait fait mettre à la porte. Disons-le tout net, votre panoplie, mes chéris, même si vous ennoblissez la pièce maîtresse du titre de phallus, ne forme pas un ensemble extraordinaire. Toutes celles qui l'ont découvert sans éducation préalable, le soir de leur noces par exemple, ont d'abord été horrifiées. Les religions en ont fait un symbole à adorer, ont été amenées à le styliser sérieusement pour ce faire. Alors qu'on ne nous empoisonne plus avec cette prétendue envie de pénis, qu'on ne nous définisse plus au physique et au moral par rapport au pénis et qu'on nous soulage de tous ces psychanalystes et sexanalystes qui s'acharnent à réanimer nos vieux conflits au lieu de nous apprendre à nous aimer nous-mêmes, ce qui est une condition essentielle pour aimer l'autre. Sinon nous allons le prendre en grippe par l'objet, comme certaines ont commencé à le faire. Ce serait dommage pour tout le monde. Bien sûr, le zizi peut servir également à faire pipi debout. Viser, c'est amusant. Mais enfin, sérieusement, peut-on penser que les modalités de la miction influent sur le psychisme? Pour d'autres besoins aussi peu passionnants, l'homme s'assied comme nous, sans en tirer nécessairement de conclusions métaphysiques. La vérité, c'est que cette soi-disant supériorité du joujou masculin est le résultat d'un matraquage publicitaire entrepris depuis des millénaires en faveur de l'organe mâle. Matraquage si réussi qu'une de mes amies, à qui j'ai mis un jour un crapaud dans la main, en lui demandant si ça ne lui rappelait pas quelqu'un, s'est tout d'abord récrié comme si je blasphémais. Ne me dis pas que t'as jamais fait le rapprochement. Je n'aurais jamais osé y penser.
de cette façon, m'a-t-elle avoué, par déférence. Tout comme les promoteurs d'une lessive, les concepteurs de la promotion du pénis se sont battus les flancs depuis toujours pour prouver la supériorité de leur marchandise. Et comme tout bon publiciste, ils n'ont pas hésité à proférer des absurdités. C'est thermovariable, ça nettoie tout comme une tornade blanche, ça c'est du meuble. Je suis le bonhomme en bois, c'est échelle que j'aime, homo lave plus blanc. Tous ces slogans avaient déjà servi. Il parut plus simple, au lieu de célébrer leur appareil génital en tant que tel, au nom de quels critères, esthétiques ou moraux, de dénigrer l'appareil de l'autre. Alors que ce phare de l'humanité qu'était le phallus a été glorifié, chanté et statufié, son organe complémentaire non seulement n'a pas été décrit pendant des siècles, mais s'est heurté au tabou, au dégoût, ou à une vertueuse ignorance, interdit si puissant qu'aucun sculpteur de notre civilisation jusqu'à ces derniers siècles n'a esquissé même une fente simplette au bas des ventres féminins. Léonard de Vinci, grand pédocriminel devant l'éternel, c'est pas marqué mais je vous le dis, Léonard de Vinci lui-même, qui inaugura la tradition du dessin anatomique artistique, dessina des vulves criantes d'inexactitude. Pour la médecine arabe classique, le sexe féminin n'avait tout simplement pas, je cite, de configuration descriptible. L'organe étant condamné, sa fonction fut elle aussi discréditée. Toutes les indignités que la femme a subies durant son histoire furent la conséquence de cet ostracisme qui a frappé la sexualité féminine au départ. La faute d'Ève, on ne pouvait remonter plus haut, ou celle de Pandore, qui incarne le même mythe de la nuisance féminine, toutes leurs descendantes ont dû l'assumer et l'expier du seul fait qu'elles naissent femmes. Privées d'organes convenables et d'une jouissance légitime, il ne leur restait qu'à adorer et à désirer cette 8e merveille du monde, le bon organe sexuel. Et puisqu'elles l'enviaient, c'est qu'il était effectivement supérieur. La boucle était bouclée et la promotion réussie. Le masochisme féminin, soi-disant, avait été affirmé par bon papa Sade. L'envie de pénis fut institutionnalisée par bon papa Freud, nos deux terribles grands-pères. On pourrait admirer Freud et remarquer néanmoins qu'il a dit sur les femmes des conneries. Et j'insiste sur ce mot car précisément, toute son œuvre s'emploie à démontrer que l'absence de pénis, c'est con. La féminité était sommairement définie comme une non-masculinité. Toutes les femmes, selon Freud, vivent en négatif. La maternité n'est qu'un substitut de pénis, on l'a vu. C'est, je cite, l'envie de pénis qui pousse les femmes à cultiver leur charme, compensation tardive à leur infériorité sexuelle initiale. La seule invention dont il leur reconnaît la paternité, encore un mot quand même qui en dit long, c'est l'art de tisser et de filer, mais elles ne l'ont fait que pour cacher, je cite, leur déficience génitale. Pas du tout parce qu'on avait froid, voilà. Trouvaille ingénieuse. Enfin, je cite encore Freud, la femme manque de sens moral et a à peine le sentiment de la justice, ce qui est sans aucun doute en relation avec la prépondérance du désir de pénis dans sa vie mentale. Dans toute cette affaire, l'obsédé de pénis, n'est-ce pas Freud? Merci. Merci beaucoup à FDFA pour ce salon littéraire, pour toute cette mobilisation. Merci Isabelle pour l'idée de ce texte. Et par ailleurs, si vous n'avez rien à faire, mardi 3 décembre à 21h, je serai au Café de la Gare avec la Pérille Mortelle. La salle est immense. En plus, c'est un endroit très historique, monument historique, machin. Venez. Merci. Merci.